tout le monde semble unanime pour dire que la croissance plus croissance, il faut plus de croissance. Il faut élargir le gâteau, cela est certain. Mais pour répondre à cette question, avant d'évoquer peut-être une autre qui est parallèle et convergente, c'est quels sont donc les dilemmes non résolus aujourd'hui qui entravent donc la croissance, qui entravent le plus de richesse, qui entravent le plus de création de richesse. Je crois qu'il faut quand même mettre l'accent là-dessus de manière forte. Au-delà de est-ce que nous avons connu un cycle différent du cycle séquentenaire il y a 10 ans, etc. Bon, de toute façon, sans rentrer là-dedans, même si moi je crois qu'on avait franchi un palier et qu'on est retombé plus bas. Bien. Les statistiques le démontrent. Mais nous sommes en train de retomber dans la volatilité de la croissance, alors qu'on considérait qu'on l'avait maîtrisée, parce qu'on était sorti de la pesanteur de l'effet climatique et de l'effet de l'environnement. Or, le retour de l'effet de l'environnement nous a montré quelle est la fragilité de notre croissance, qu'elle reste encore fortement dépendante de l'économie paysanne ou de l'économie rurale ou de l'économie agricole, peu importe. Et qu'en fait, la transformation structurelle de notre économie n'a pas connu l'évolution que l'on aurait souhaité. Transformation, sens de diversification à la fois de produits, diversification d'activités et de branches, quelles que soient les percées que nous avons connues. Que nous sommes aujourd'hui dans une situation effectivement où de désindustrialisation précoce. Et cette désindustrialisation précoce, même si aujourd'hui on peut considérer que la frontière entre le service et l'industrie n'est plus ce qu'elle était il y a quelque temps, nous sommes dans une tertiarisation ambivalente. Tertiarisation ambivalente, c'est-à-dire petite percée dans l'industrie technologique de l'information, etc. Mais au fait, le gros du secteur reste, le secteur des services reste très traditionnel et très archaïque. Même si nous avons connu des avancées dans la finance ou dans la technologie de l'information. Donc un des premiers dilemmes, c'est de réduire cette volatilité par la transformation. C'est du long terme. C'est en même temps une croissance qui est peu inclusive. On peut discuter le thème de l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais je retiendrai les deux variables clés. Première variable clé, le taux d'emploi et l'insertion dans l'activité, qui est fondamentale. Effectivement, il est anormal de voir comment nous, en tant que pays, nous sommes très en retard par rapport même aux pays moyens sur le taux d'emploi. Sur le taux d'emploi, c'est-à-dire la population active qui est insérée dans le marché du travail. On est en situation en déclin, aussi bien pour les jeunes et pour les femmes. Et donc les chiffres sur le chômage ou sur la précarité ne veulent rien dire si on ne prend pas en considération ce qu'on appelle les travailleurs découragés, qui sont de plus en plus découragés, qui se situent en dehors du système. Deuxième chose, on a traité l'inclusion d'une certaine manière depuis quelques années plus par une stratégie de lutte contre la pauvreté. Quelle donné ce qu'elle a pu donner? Mais aujourd'hui, la pauvreté change de forme. On ne peut plus mesurer la pauvreté uniquement par sa dimension monétaire. Même pas uniquement par sa dimension par son approche multidimensionnelle. Il y a la pauvreté du cadre de vie, il y a surtout la pauvreté perçue par les gens, la perception. Et donc cet écart entre les statistiques et la perception doit nous interpeller pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que peut-être nos concepts ne sont pas suffisamment adaptés à nos réalités. Ou que peut-être nos réalités anticipent trop sur lui, etc., etc. Donc, revoir nos politiques sociales de l'avenir pour que l'inclusion intègre non seulement la question de la pauvreté multidimensionnelle, mais intègre surtout la question des inégalités dans toutes leurs formes. Et je ne vais pas m'étaler sur ces formes d'inégalités multiples. Bien. Inégalité de chance, inégalité de situation, inégalité d'opportunité, etc., etc. Aujourd'hui, la question des inégalités n'est pas traitée de manière en profondeur par nos décideurs. Elle commence peut-être à peine à être évoquée, mais n'est pas traitée de manière approfondie par nos décideurs. Parce que tout l'accompagnement, c'est des filets de sécurité. Ce n'est pas une réflexion sur la protection sociale, son impact positif, etc., et sa structuration. Le dilemme de la compétitivité de la même manière. Les accords de libre-échange, on fait le bilan, oui, mais on a été perdant par rapport, même en essayant de prendre ce qu'on appelle l'approche, non pas des commerces uniquement des biens, mais du commerce des biens et services. Mais la question, c'est qu'en fait, cette question de compétitivité ne se joue pas tout simplement dans le différentiel des prix relatifs, mais aussi dans la qualité. On a fait des avancées dans la logistique, mais on n'a pas fait suffisamment
de maîtrise de toutes les variables qui rentrent dans la compétitivité. Et en fait, on continue de raisonner la mondialisation à partir de notre proximité européenne et la proximité de la proximité européenne, c'est-à-dire les pays latins. Bien. Alors qu'aujourd'hui, la diversification géographique, c'est bien de faire des pénétrations, mais ça ne va pas donner des résultats immédiats. L'Afrique, elle va nous faire peut-être bouger du point de vue du commerce extérieur vers le 0,00. L'Europe restera enfin notre marché. L'Amérique, c'est autre chose du point de vue de l'Asie encore plus. Donc par conséquent, comment au moins être dans une logique, disons, de mobiliser notre potentiel pour que justement notre intégration, les échanges avec l'Europe soient véritablement européens et non pas Europe latine d'une certaine manière. L'autre, évidemment, on parle du capital humain, tout le monde enfin est unanime là-dessus. Et même le prendre comme une priorité des priorités. C'est une urgence. Mais l'effet, l'impact enfin, d'une action, même si on double le budget de l'éducation, etc., ne va pas se sentir aujourd'hui. C'est une question de génération. C'est une question de génération. Je ne discute pas l'opportunité, tout le contraire. Mais je dis enfin que ces effets ne seront pas des effets immédiats. Et donc, par conséquent, entre-temps, il faut gérer cette transition lente et longue qui va nous permettre, évidemment, enfin, de voir comment résoudre enfin, nos problèmes sociaux, nos problèmes d'inclusion, avec les handicaps dont on vient de parler. Au lieu de réfléchir sur une politique de l'emploi qui est ciblée uniquement sur les chômeurs diplômés, etc., ce qui est important, avec des dispositifs qu'il faudrait revoir, etc., je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus, il y a les fameux nini qui représentent la véritable bombe à retardement. Ni emploi, ni formation, et qu'il faut traiter enfin de manière urgente. Tout cela nous conduit à quoi? À une réflexion sur l'efficacité de la dépense publique. Toute la problématique, est-ce que plus d'État ou moins d'État, marché ou pas marché, aujourd'hui il faut revoir enfin, notre logiciel de réflexion. Il faut une réforme de l'État, il faut plus de l'État, mais une réforme de l'État, pour mieux d'État. Et donc par conséquent, la question de la dépense publique se pose en termes à la fois d'arbitrage, en termes premièrement de mobilisation de ressources, qui va nous conduire à quoi dans un premier temps? Encore une fois, faut-il de la fiscalité ou de la dette pour mobiliser de la ressource? Évidemment de la fiscalité, mais quel type de fiscalité? Et comment aller vers une fiscalité optimale? Ou est-ce que les réformes fiscales ont donné le rendement au-delà enfin, de l'extension de l'assiette, etc., qui est simple? Mais les questions étapes, faut-il taxer le capital, faut-il taxer le revenu, ou faut-il la TVA? Quels sont les équilibres à trouver pour permettre véritablement à ce que nos ressources fiscales ne s'augmentent pas par l'effet de l'administration fiscale, j'entends bien par l'administration fiscale, c'est-à-dire par la pression qui est faite pour aller chercher de l'argent là où il est, alors qu'il faudrait de la sérénité, de la confiance et de la visibilité enfin, sur cette dimension-là. De la même manière, le dilemme, faut-il relancer par la demande ou faut-il relancer par l'offre? L'un et l'autre. Aujourd'hui, relancer par la demande avec une ouverture de notre économie, s'il n'y a pas parallèlement cela une offre capable enfin, de faire face à l'offre domestique, faire face à l'offre internationale, on va vers les déficits en continu. Parce qu'un des problèmes ou un des dilemmes non résolus, c'est aussi bien celui-là, c'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux qui s'alimentent les uns et les autres, auxquels il faudrait trouver une réponse pérenne, pas des réponses conjoncturelles, pas des réponses par l'appui de nos amis du Golfe ou autres, par la propre ressource endogène, et donc la question de la fiscalité est fondamentale. Donc c'est déficit jumeaux. De la même manière, la question de la productivité se pose au Maroc. Comment conduire? Il y a un absent dans notre discussion, c'est l'entreprise. Où est l'entreprise? On interpelle l'État, c'est vrai, mais où est l'entreprise aujourd'hui? Où est, je dirais, quand je dirais l'entreprise, où est le climat social à l'intérieur de l'entreprise qui est le plus à même de permettre justement à cette productivité à la fois du travail et du capital de générer ce surplus créateur de richesse. Donc ça, ce sont des questions, enfin, à mon avis, qui sont fondamentales auxquelles il faudrait répondre. Ajouter à cela, évidemment, que le Maroc a connu des réformes, mais les réformes ne sont pas optimisées en termes d'effectivité, ne sont pas optimisées en termes d'appropriation, ne sont pas optimisés en termes même de mode de production des réformes, etc. Nous connaissons enfin tous ces aspects-là. Donc il faudrait changer aussi la logique, je dirais, de la formation. Disons, enfin, une fois qu'on dit qu'il faut réformer enfin, sur ce terrain, comment le réformer?
avec l'appui d'experts, oui, et vous l'avez dit, monsieur le ministre, vous avez tout à fait raison. La question fondamentale, c'est comment impliquer les partenaires dans l'appropriation d'un certain nombre de choix. En amont, avant évidemment de demander des résultats ou un respect des engagements, enfin en aval. Donc par conséquent, je vais terminer assez rapidement. Pour moi, enfin, il y a des leviers fondamentaux. Le levier fondamental, c'est la qualité des institutions aujourd'hui. La qualité des institutions. Quand je dis la qualité des institutions, c'est très clair. Ça veut dire, est-ce que nous avons véritablement des institutions qui permettent aux acteurs d'assumer pleinement leurs responsabilités? Est-ce que nous avons un gouvernement, un exécutif qui assume pleinement ses responsabilités? Est-ce que nous avons un Parlement qui joue le rôle de ce que c'est qu'un Parlement dans une institution démocratique ou pas? Est-ce que nous avons, je dirais même, une société civile qui s'approprie véritablement les domaines pour aller vers une capacité propositionnelle, effective et positive? Est-ce que nous avons des relais, ou est-ce que ces relais n'ont pas été détruits, on ne les a pas aidés à s'affaiblir pour ne pas être des contre-pouvoirs par rapport à l'État? Et aujourd'hui, la qualité des institutions, c'est ce pouvoir et contre-pouvoir. Et c'est ce mécanisme de décision. Et donc, c'est à partir de là que l'on peut dégager une vision stratégique. Au-delà de l'action sur l'éducation ou sur la question de l'innovation qu'on n'aborde pas souvent, le Maroc, dans la recherche-développement, est très en retard. Le Maroc, dans les entreprises marocaines, sont très en retard. Je vous donne un exemple. On cite les métiers mondiaux et les acquis, évidemment, très importants en termes d'exportation du Maroc. Quels sont les effectifs ou les nombres d'entreprises marocaines qui s'inscrivent dans cette logique de la chaîne de valeur aujourd'hui? Très peu. Elles ne s'inscrivent pas parce que, pour des raisons à la fois d'organisation, pour des raisons de capacité, pour des raisons aussi de maîtrise, technologique et de formation humaine à l'intérieur de l'entreprise. Donc la transformation structurelle ne peut être conduite que si aussi l'entreprise elle-même est dans une logique de re-engineering de son mode de fonctionnement. Et donc la qualité des institutions, ce n'est pas tout simplement l'exécutif, ce n'est pas la convergence des politiques économiques ou la cohérence gérée, c'est, faut-il réinventer le plan? Évidemment pas le plan ancien. Il faut réinventer un mécanisme, un cadre de moyen terme, de négociation, de partage et de résolution, évidemment, des arbitrages forts. Au-delà, le Maroc, on a un foisonnement, ce ne sont pas les stratégies sectorielles, quelle que soit leur pertinence, quelle que soit leur importance, sans évoquer la question aussi de leur gouvernance qui peut s'opposer. Au-delà de leur pertinence, on ne peut pas conduire un processus de changement structurel ni un processus de croissance-développement si nous n'avons pas un cadre macroéconomique ou un cadre d'ensemble qui permet véritablement à tous les acteurs de s'exprimer avant d'aboutir des choix. C'est ça, évidemment, pour moi, ce qui est fondamental, c'est ce que je disais, les qualités des institutions. Et la qualité des institutions, ce n'est pas tout simplement le gouvernement, l'exécutif ou le Parlement, c'est aussi la capacité des acteurs directs, l'entreprise à s'autonomiser, à avoir son autonomie, en tant que regard à la fois sur la situation donnée à un moment et sur les perspectives. C'est aussi les syndicats. Avec la baisse du taux de syndicalisation aujourd'hui, nous avons une conflictualité qui n'est pas maîtrisée, qui risque de ne pas être maîtrisée en fin d'avenir. Comment donc aussi moderniser ou aider à une modernisation par un dialogue social effectif dans un cadre clair avec une notion de responsabilité des acteurs. C'est, à mon avis, c'est ça ce que j'appelle la qualité des institutions pour ne pas rester à une des composantes des institutions, mais à faire référence même au marché en tant qu'institution. Le marché en tant qu'institution. Je terminerai par la chose suivante. On parle beaucoup souvent État-marché ou État-marché, c'est-à-dire si nous raisonnons dans la dynamique ou le potentiel de croissance. Le potentiel de croissance dépend aussi, pas tout simplement des facteurs de production que l'on peut mobiliser, mais aussi et surtout de quelles sont les règles et les normes qui sont en vigueur dans ce marché. Et voir aujourd'hui comment un conseil dans la concurrence a de la peine à se positionner dans les institutions du pays, alors que fondamentalement, il me semble que c'est une institution extrêmement importante pour veiller justement à la norme, ou veiller à la concurrence loyale. Comment on la marginalise, on la traite sans lui accorder d'importance effective, alors qu'on lui a donné un texte qui lui donne plus de pouvoir. Voilà un des indices récents de la défaillance d'une politique publique fondamentale. Autrement dit, le marché peut-être il est là, mais il y a des barrières à l'entrée, il y a des positions dominantes. Il
il y a des pratiques non concurrentielles, etc. Si l'État n'a plus le levier classique antérieur, parce que nous sommes dans une libéralisation, et en même temps ne se dote pas d'un mécanisme de surveillance et de règles des normes, ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans un marché qui est failli, beaucoup plus qu'un marché au sens institutionnel organisé du terme. Donc la question de la qualité des institutions me paraît peut-être la clé fondamentale, avec le cadrage global, avec la nécessité d'avoir une stratégie cohérente qui assure la cohérence, qui assure la convergence des politiques publiques et qui, en dernier lieu, en tout cas à travers le système d'évaluation, permet de voir si on est dans la qualité de la dépense, si on est de l'efficacité de la dépense ou pas. Ouais.